Tu n'es pas brisé. Même si on t'a fait croire le contraire 1000 fois, il n'y a rien de défectueux en toi. La réalité est plus simple et plus inconfortable, personne ne t'a appris à vivre avec toi-même. Personne ne t'a expliqué comment gérer ce que tu ressens, ce que tu penses, ni pourquoi, parfois, tout semble si lourd. Alors, quand tu ne comprends pas quelque chose, tu finis par croire que le problème, c'est toi. Mais ce n'est pas le cas. C'est ici qu'intervient la philosophie stoïcienne. Non pas comme une mode, mais comme un outil d'une honnêteté radicale pour voir la réalité sans ornement ni excuse. Il est possible que tout ce que tu vas entendre ne te plaise pas. En fait, c'est même probable. Mais si tu restes jusqu'au bout, tu comprendras quelque chose qui peut transformer complètement la manière dont tu te vois et dont tu vis. Chapitre 1. Tu n'es pas brisé. Quelque chose ne fonctionne pas. Et tu le sais. Personne n'a besoin de te le dire. Il y a en toi un signal, diffus mais constant, comme un bruit de fond que tu n'arrives pas à identifier, mais qui ne disparaît jamais vraiment. Parfois, c'est de l'anxiété. Parfois, c'est l'impression que tout ce que tu touches finit mal. Parfois, c'est simplement l'épuisement d'être toi-même. Et à un moment donné, si tu es honnête avec toi-même, tu es arrivé à une conclusion, tu es brisé. Quelque chose en toi ne va pas. Les autres semblent gérer leurs émotions avec plus de fluidité, plus de légèreté. Toi, au contraire, tu réagis trop, ou pas assez. Tu te bloques quand il ne faudrait pas. Tu exploses sans raison apparente. Tu t'effondres pour des choses qui, chez d'autres, semblent insignifiantes. Alors écoute bien, parce que ce que tu vas entendre peut changer la manière dont tu te perçois. Tu n'es pas brisé. Tu ne l'as jamais été. Tu es simplement désentraîné. Et il y a une différence immense entre les deux. Être brisé signifie que quelque chose est irrémédiablement endommagé, que cela ne peut pas être réparé, que la pièce est défectueuse dès l'origine. Être désentraîné signifie simplement que personne ne t'a appris. Tu es arrivé dans cette vie avec toutes tes capacités intactes, mais sans mode d'emploi, sans instruction. Personne ne s'est assis avec toi pour t'expliquer comment fonctionnent les émotions, comment les gérer, comment ne pas te laisser emporter par elles. Imagine qu'on te jette dans une piscine sans t'avoir appris à nager. Tu te noies, bien sûr. Mais est-ce que cela signifie que tes poumons ne fonctionnent pas? Que tes bras sont mal faits? Non. Cela signifie simplement que personne ne t'a appris le mouvement. C'est exactement ce qui s'est passé avec tes émotions. Et maintenant vient une partie un peu inconfortable, mais essentielle, l'endroit où tu as appris à te relier à tes émotions, c'est ton enfance. Là, dans cet espace que tu regardes peut-être aujourd'hui avec nostalgie ou peut-être avec une certaine ombre, se sont construits tes automatismes. Ceux que tu utilises encore aujourd'hui. Si, enfant, exprimer ce que tu ressentais créait des tensions, tu as appris à te taire. Si pleurer était perçu comme une faiblesse, tu as appris à ne pas pleurer. Si les conflits finissaient toujours en drame, tu as appris à les éviter à tout prix. Si l'amour dépendait de tes performances, tu as appris qu'il fallait être parfait pour être aimé. Tu ne l'as pas choisi. Personne ne choisit cela. Tu t'es simplement adapté. Parce que les enfants n'ont pas d'autre option, ils survivent à l'environnement dans lequel ils grandissent. Le problème, c'est que ces stratégies de survie, qui étaient intelligentes à 6 ans, deviennent une prison à 35. Et il y a autre chose, ton environnement ne se limite pas à ta famille. Il inclut aussi la culture dans laquelle tu as grandi, les messages que tu as reçus sur ce qu'il faut être, sur ce qu'il est permis de ressentir, sur ce qu'il est acceptable de montrer et ce qu'il faut cacher. Dans beaucoup de contextes, pleurer était vu comme une défaite. La tristesse comme une faiblesse à surmonter rapidement. La colère n'était acceptable que si elle était justifiée, et encore, il fallait la contrôler. La peur ressemblait presque à une honte. Ainsi, non seulement on ne t'a pas appris à gérer tes émotions, mais on t'a aussi appris à en avoir honte. C'est là qu'apparaît une idée que les stoïciens avaient déjà comprise il y a plus de 2000 ans, nous ne souffrons pas tant de ce qui nous arrive que de l'interprétation que nous en faisons. Même un empereur comme Marc Aurèle, malgré ses responsabilités immenses, prenait le temps de s'observer et de se questionner. Il écrivait que le premier pas vers la liberté consiste à comprendre de quoi tu es fait et pourquoi tu réagis comme tu réagis. C'est exactement ce que tu es en train de faire. Il y a aussi un autre mythe à déconstruire, celui de la normalité émotionnelle. L'idée qu'il existerait des personnes qui vivent simplement, sans se compliquer, qui dorment paisiblement pendant que toi, tu rumines à 3 heures du matin.
Ces personnes n'existent pas ou du moins, pas comme tu l'imagines. Ce que les gens montrent à l'extérieur ne reflète pas toujours ce qu'ils vivent à l'intérieur. Nous avons tous notre bataille silencieuse. La différence ne réside pas dans le fait de ressentir ou non, mais dans les outils que l'on possède pour gérer ce que l'on ressent. Et voici la partie la plus importante de ce chapitre, apprendre à relire ton histoire. Il ne s'agit pas d'oublier ce que tu as vécu. Il ne s'agit pas de prétendre que tout allait bien si ce n'était pas le cas. Il s'agit de cesser de lire ton passé comme une condamnation, et de commencer à le lire comme une carte. Une carte qui t'explique pourquoi tu es comme tu es, sans pour autant t'obliger à le rester pour toujours. Tu n'as pas choisi ton enfance. Tu n'as pas choisi les messages que tu as intégrés. Mais à partir d'aujourd'hui, tu peux choisir, continuer à fonctionner avec ces anciens programmes, ou les mettre à jour. L'histoire que tu te racontes sur toi-même a plus d'importance que tu ne le penses. Et si cette histoire commence par « je suis brisé », tout ce que tu construiras dessus sera fragilisé dès le départ. Alors change le titre. Tu n'es pas brisé. Tu es en processus. Et cela change tout. Une blessure que l'on ne nomme pas ne guérit pas, elle change simplement de forme. Si comprendre que tu n'es pas brisé est le point de départ, alors la prochaine étape est de comprendre pourquoi personne ne t'a appris à gérer quelque chose d'aussi fondamental que tes émotions. Car il y a une raison. Et elle est à la fois plus simple et plus dérangeante que tu ne l'imagines. Chapitre 2. Personne ne t'a appris à ressentir. Prends un instant pour repenser à tout ce qu'on t'a enseigné à l'école, les capitales de l'Europe, les fleuves, les racines carrées, les dates de guerre que tu ne vivras jamais, la formule de l'eau, les règles de grammaire. Maintenant, réponds honnêtement, quelqu'un t'a-t-il appris à identifier ce que tu ressens? À mettre un mot sur cette pression dans la poitrine? À faire la différence entre la tristesse et l'épuisement? Entre la colère et la peur? Entre l'anxiété et l'excitation? Non. Personne ne t'a appris cela. Et pourtant, ce que tu as appris à l'école, tu l'utilises peut-être une fois par an. Alors que comprendre ce que tu ressens, tu en as besoin chaque jour, chaque heure, chaque fois que quelque chose bouge en toi. Cela s'appelle l'alphabétisation émotionnelle. Et elle est aussi fondamentale que savoir lire. Sans elle, tu avances dans la vie à l'aveugle, tu ressens sans comprendre, tu souffres sans savoir exactement pourquoi. Le problème commence quand tu confonds ressentir et réagir. Ce n'est pas la même chose. Il y a une énorme différence entre ressentir de la colère et agir sous l'emprise de la colère, entre ressentir de la peur et laisser cette peur décider à ta place. Les émotions sont des informations. Ce sont des signaux, un système d'alerte qui t'indique que quelque chose mérite ton attention. Ce ne sont pas des ordres. Ce ne sont pas elles qui commandent. Mais comme personne ne t'a appris à lire ces signaux, deux choses se produisent généralement, soit tu les ignores complètement, soit elles te submergent. Dans le premier cas, tu te reconnaîtras si tu dis souvent « Moi, je ne me complique pas la vie » ou « Je suis quelqu'un de très rationnel ». En réalité, cela signifie que tu as appris à enfermer tes émotions dans une boîte, à la verrouiller, et à continuer comme si de rien n'était. Le problème, c'est que cette boîte ne disparaît pas. Elle se remplit. Et un jour, sans raison apparente, elle déborde. Dans le second cas, c'est l'inverse, tu es submergé. Tu pleures pour une publicité, mais tu n'arrives pas à pleurer quand il le faudrait vraiment. Tu exploses pour un détail insignifiant parce que tu accumules depuis des semaines quelque chose que tu n'as pas su traiter. Aucun des deux n'est fautif. Chacun fait de son mieux avec ce qu'il a. Il existe aussi un effet secondaire dont on parle peu, la confusion. Ce moment où tu sens que quelque chose ne va pas, mais tu es incapable de dire quoi. Tu n'arrives pas à expliquer ce que tu ressens, même à toi-même. Ce n'est pas une bizarrerie personnelle. C'est le résultat direct d'années sans vocabulaire émotionnel. Quand tu n'as pas les mots pour ce que tu ressens, tu ne peux pas le traiter. Et ce que tu ne traites pas reste en boucle. Voici la clé, tu n'as pas besoin d'éliminer les émotions inconfortables. Tu dois apprendre à les laisser exister sans qu'elles te détruisent. Les stoïciens l'avaient bien compris. Ils ne disaient pas qu'il fallait devenir insensible. Ils disaient qu'il fallait apprendre à observer ces émotions comme des nuages dans le ciel, les voir passer, les reconnaître, sans s'y accrocher ni les fuir. Le ciel n'est pas toujours dégagé. Mais les nuages passent. C'est cela que tu dois entraîner. Le premier exercice est simple et difficile à la fois, nomme ce que tu ressens. Dire « je ne vais pas bien » ne suffit pas, mal,
n'est pas une émotion, c'est une étiquette vague qui évite d'aller voir ce qu'il y a dessous. Et dessous, il peut y avoir de la honte, de la solitude, de la déception, de la peur du rejet, de la colère retenue, ou même un deuil que tu n'as jamais exprimé. Plus tu es précis, plus tu reprends du pouvoir sur ce que tu ressens. Car ce qui n'a pas de nom ne peut pas être géré. La prochaine fois que quelque chose s'agite en toi, arrête-toi un instant. Avant de réagir, avant de fuir, avant de te distraire, pose-toi cette question, qu'est-ce que je ressens exactement? Tu n'as pas besoin d'une réponse parfaite. Tu n'as rien à résoudre immédiatement. Il suffit de regarder sans fuir. C'est déjà un changement immense. Car celui qui ne sait pas ce qu'il ressent ne sait pas ce qu'il fait. Chapitre 3. Le pilote automatique qui te dirige. Maintenant que tu sais nommer ce que tu ressens, il y a quelque chose de plus profond encore à comprendre. Une grande partie de ce que tu crois être, toi, n'a pas été choisi. Tu la répètes automatiquement, sans même t'en rendre compte. Et ce pilote automatique est aux commandes depuis des années. Il existe une question que peu de gens se posent, et qui pourtant change tout, combien de choses que je fais aujourd'hui ai-je réellement choisi? Pas les grandes décisions évidentes, mais les petites, comment tu réagis quand quelqu'un t'ignore, ce que tu fais quand tu es stressé, comment tu te comportes dans les conflits, ce que tu ressens face à une critique. Est-ce que tu t'éloignes quand quelque chose compte trop pour toi? Est-ce que tu deviens ironique quand, en réalité, tu as peur? Est-ce que tu l'as choisi, ou est-ce que cela se produit tout seul? Si tu es honnête, la réponse est claire, cela se produit tout seul. Parce qu'un pilote automatique dirige tes réactions. Un système de réponse gravé en toi à un moment donné de ton histoire, qui s'active sans que tu le décides, parfois même sans que tu t'en rendes compte. Ce sont des schémas inconscients. Ce ne sont pas des défauts. Ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont le résultat du fonctionnement du cerveau, qui apprend par répétition et par économie d'énergie. Ton cerveau, extrêmement intelligent, a observé que certaines réactions fonctionnaient, ou du moins évitaient des conséquences pires, et il les a automatisées pour ne pas avoir à réfléchir à chaque fois. Le problème, c'est que ce qui était utile dans un contexte précis est aujourd'hui appliqué partout, même lorsque ce n'est plus adapté. C'est comme emprunter toujours le même chemin pour aller au travail, même si un itinéraire plus rapide existe. L'ancien chemin est tellement ancré que tu ne te poses même plus la question. C'est ainsi que se forment les habitudes émotionnelles, invisibles, difficiles à repérer, mais profondément influentes. Quels sont tes schémas répétitifs? Observe ta vie. Certaines situations reviennent encore et encore. Pas par hasard, mais par répétition. Tu te retrouves toujours dans des relations où tu n'es pas valorisé. Tu abandonnes tes projets au même stade. Tu sabotes ce qui fonctionne sans comprendre pourquoi. Tu donnes toujours plus que tu ne reçois. Ce n'est pas de la malchance. C'est ton pilote automatique qui choisit pour toi. Les stoïciens insistaient beaucoup sur la connaissance de soi comme clé de la liberté. Ils savaient qu'on ne peut pas changer ce que l'on ne voit pas. Épictète enseignait que le premier pas vers la sagesse consiste à s'observer sans se défendre. C'est exactement ce que tu dois faire, observer sans juger. Il ne s'agit pas de te critiquer à chaque fois que tu identifies un schéma. Il ne s'agit pas de te dire, regarde ce que tu fais encore, quel désastre. Il s'agit de regarder avec curiosité, comme si tu observais quelque chose d'intéressant que tu ne comprends pas encore. Observer. Noter. Ne pas condamner. Le jugement ferme. La curiosité ouvre. Et c'est seulement dans cette ouverture que tu peux commencer à voir clairement les fils invisibles qui guident tes réactions. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. Mais le premier acte de liberté se produit à l'instant précis où tu prends conscience que tu es en mode automatique. À cet instant, même bref, une fissure apparaît. Et à travers cette fissure, la lumière entre. Celui qui se connaît lui-même a déjà un avantage sur tous ses ennemis, en commençant par celui qu'il porte en lui. Mais attention, même lorsque tu commences à sortir du pilotage automatique et à réfléchir consciemment, un nouveau problème apparaît. Ton esprit conscient peut aussi te tromper. Et il le fait constamment, avec une habileté presque impressionnante. Chapitre 4. Les pensées ne sont pas des faits. Ton esprit ne s'arrête jamais. En ce moment même, pendant que tu lis ces mots, une voix dans ta tête commente, évalue, anticipe, se souvient, juge. Elle est infatigable. Rapide. Et elle possède une caractéristique qui la rend dangereuse, elle sonne exactement comme la vérité.
Elle ne t'avertit pas lorsqu'elle exagère. Elle ne signale pas quand elle déforme la réalité. Elle ne te dit pas, attention, ceci est une interprétation, pas un fait. Elle présente tout comme une information objective, vérifiée, définitive. Et toi, habitué à l'écouter depuis toujours, tu l'as cru. Il existe pourtant une différence fondamentale entre une pensée et un fait. Un fait, c'est « il n'a pas répondu à mon message depuis 2 heures ». Une pensée, c'est « je ne compte pas pour lui ». Il m'ignore. Il en a marre de moi. Cette relation va sûrement se terminer. En quelques secondes, tu passes d'une donnée simple à un scénario complet, souvent dramatique. Mais ce n'est pas la réalité. C'est ton esprit qui construit une histoire à partir de la réalité. Et le problème, c'est que tu agis ensuite comme si cette histoire était vraie. Ces mécanismes portent un nom, les distorsions cognitives. Ce sont des schémas de pensée qui déforment l'information de manière prévisible. Il y a le catastrophisme, qui imagine toujours le pire. La lecture de pensée, qui te fait croire que tu sais ce que les autres pensent. La personnalisation, qui ramène tout à toi. La généralisation excessive, qui transforme un événement isolé en règle absolue, ça m'arrive toujours, rien ne marche jamais, tout le monde finit par m'abandonner. Ces distorsions ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont le produit d'un cerveau qui cherche à être efficace, mais qui utilise des raccourcis devenus problématiques. Les stoïciens avaient compris une idée essentielle, tu ne souffres pas tant de ce qui t'arrive que de ce que tu te racontes à propos de ce qui t'arrive. Et cela, contrairement aux événements extérieurs, est en partie sous ton contrôle. Comment changer cela? La première étape consiste à poser une question simple, mais puissante, est-ce un fait ou une interprétation? Chaque fois que ton esprit construit une histoire, arrête-toi un instant. Demande-toi, qu'est-ce que je sais avec certitude? Qu'est-ce que j'ajoute moi-même? Ensuite, demande-toi, existe-t-il une autre manière de voir cela? Pas forcément plus positive, mais plus nuancée, plus honnête, moins automatique. Enfin, et c'est essentiel, apprends à ne pas prendre toutes tes pensées au sérieux. Une pensée n'est pas un ordre. Ce n'est pas une vérité absolue. C'est simplement une pensée. Elle apparaît, fait du bruit un instant, puis disparaît, si tu ne lui donnes pas de pouvoir. Imagine le ciel, il ne réagit pas aux nuages. Les nuages passent, qu'il y ait tempête ou beau temps. Le ciel reste le ciel. Toi, tu es le ciel. Tes pensées sont les nuages. Tu n'as pas besoin de croire chaque tempête qui traverse ton esprit. Un esprit souple n'est pas un esprit sans pensée négative. C'est un esprit qui ne s'y accroche pas. Et cette souplesse se développe comme un muscle, avec de la pratique, de la répétition et de la patience. Chaque fois que tu questionnes une pensée, chaque fois que tu refuses de te laisser entraîner par la première interprétation, tu construis quelque chose de précieux, une relation plus libre et plus lucide avec ton esprit. La pratique stoïcienne propose aussi un exercice concret, l'examen de conscience. Prends quelques minutes à la fin de la journée pour te demander, quelles pensées ai-je prises pour des faits d'aujourd'hui? Quelles histoires ai-je construites sans fondement? Où ai-je réagi à partir d'une distorsion? Pas pour te juger. Pour te comprendre. Car les pensées que tu ne questionnes pas sont celles qui te dirigent. Chapitre 5. Le corps parle aussi. Il y a quelque chose que tu fais probablement en permanence sans t'en rendre compte, tu vis uniquement dans ta tête. Tu analyses, tu anticipes, tu rumines, tout se passe là-haut. Pendant ce temps, ton corps reste en arrière-plan, ignoré. Mais le corps ne se tait pas indéfiniment. Quand tu l'ignores trop longtemps, il trouve des moyens de se faire entendre. Et ces moyens ne sont pas subtils, tension dans les épaules qui persistent, nœud à l'estomac avant certaines situations, fatigue constante sans cause apparente, sensation d'oppression dans la poitrine. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des messages. Le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Ils forment un seul et même système, qui s'exprime de 2 façons différentes. Ce que tu ne traites pas émotionnellement, ton corps le stocke. Lorsque tu es en stress prolongé, ton système nerveux active la réponse de lutte ou de fuite, une réaction conçue pour des dangers réels. Mais ton corps ne fait pas la différence entre un danger physique et un email stressant. Il réagit de la même manière. Et si cet état dure trop longtemps, le corps s'épuise, le sommeil se dégrade, le système immunitaire s'affaiblit, les tensions deviennent chroniques. Alors, que faire? D'abord, apprendre à écouter ton corps. Non pas avec peur, mais avec curiosité.
Observe les sensations, où sont-elles? Quelle est leur intensité? Leur température? Cette simple observation commence déjà à apaiser le système. Ensuite, reviens au moment présent à travers ton corps. Ta respiration, tes appuis, tes sensations. Contrairement à l'esprit, qui voyage sans cesse, le corps est toujours ici et maintenant. Enfin, adopte des gestes simples mais réguliers, respirer profondément, bouger, marcher, t'étirer, bien dormir. Ce ne sont pas des luxes, mais des besoins fondamentaux. Le corps a besoin de sécurité pour se réguler. Et le repos véritable ne consiste pas à ne rien faire, mais à permettre à ton système nerveux de relâcher la tension. Ton corps n'est pas un simple véhicule. Il fait partie de toi. Et apprendre à l'écouter change profondément ta manière de vivre ce que tu ressens. Car le corps se souvient de ce que l'esprit essaie d'oublier. Chapitre 6. Blessures invisibles, comportements visibles. Certaines choses que tu as vécues n'ont jamais été reconnues comme des blessures. Personne ne t'a soigné. Personne ne t'a demandé comment tu allais. Peut-être que toi-même, tu ne les as jamais identifiées comme telles. Un parent absent. Un amour maladroit. Un environnement insécurisant. Un événement dont on n'a jamais parlé. Les blessures émotionnelles n'ont pas besoin d'être spectaculaires pour être réelles. Parfois, ce sont les absences, l'indifférence, le sentiment de ne pas être assez ou d'être trop, qui marquent le plus profondément. Et ces blessures ne disparaissent pas. Elles deviennent des comportements. Le besoin constant d'approbation. La difficulté à faire confiance. La fuite dès qu'une relation devient profonde. L'attente permanente que quelque chose tourne mal. L'incapacité à demander de l'aide. Ces mécanismes sont des défenses. Ils ont été construits pour te protéger. Mais ils ne font pas de tri, ils bloquent autant le bon que le mauvais. Guérir ne signifie pas nier ce que tu as vécu. Cela ne signifie pas non plus tout pardonner ou faire comme si tout allait bien. Guérir signifie arrêter de laisser le passé diriger ton présent. Cela demande de reconnaître la douleur, sans s'y enfermer. Dire « cela m'a affecté » et c'est compréhensible. Mais sans en faire une identité. Car s'identifier à la douleur empêche d'avancer. Lâcher prise ne veut pas dire oublier. Cela signifie redonner à ces événements leur juste place dans ton histoire, sans leur laisser toute la place. Tu es plus que ce que tu as vécu. Le premier pas est simple, reconnaître ses blessures, sans dramatiser, sans minimiser. Comprendre que tes comportements ont une origine. Cela ne t'enlève pas ta responsabilité, mais cela te donne un point de départ. Car les blessures que tu ne nommes pas continuent de diriger ta vie en silence. Et s'il existe un endroit où elles apparaissent le plus clairement, c'est dans tes relations. Les autres sont souvent le miroir le plus fidèle de ce qui se joue en toi. Chapitre 7. Les relations, le miroir inconfortable. Dis-moi avec qui tu entretiens des relations, et je te dirai quelles blessures restent en toi sans être résolues. Cela peut sembler dur à entendre, mais il y a une raison pour laquelle nous répétons des schémas dans nos relations. Une raison pour laquelle nous attirons souvent les mêmes types de personnes, sous des visages différents. Une raison pour laquelle des dynamiques que nous aurions dû laisser derrière nous depuis longtemps continuent de réapparaître, comme si nous les cherchions sans en avoir conscience. Les relations sont le lieu où ce que nous portons en nous se manifeste le plus clairement. Lorsque quelque chose t'active émotionnellement, lorsque quelqu'un provoque en toi une réaction disproportionnée, ce n'est presque jamais uniquement à cause de ce que cette personne fait. C'est parce que cela touche quelque chose en toi qui était déjà là. Cette personne n'appuie pas sur un bouton qu'elle a installé, elle appuie sur un bouton que tu portes en toi depuis bien avant de la connaître. On appelle cela les styles d'attachement, les façons dont tu as appris, enfant, à te relier émotionnellement aux figures importantes de ta vie. Si tes figures d'attachement étaient constantes, disponibles et affectueuses, tu as probablement développé un attachement sécurisé, tu fais confiance, tu peux être vulnérable, tu sais être proche sans te perdre. Mais s'il y a eu de l'inconstance, si l'affection était imprévisible, si tu as appris que tu devais la mériter ou que l'abandon faisait partie de ton histoire, alors tu as développé un attachement qui complique aujourd'hui tes relations d'adulte. C'est là qu'apparaît la dépendance émotionnelle, ce besoin que l'autre valide ce que tu es, que sa présence apaise ton anxiété, que son approbation te fasse sentir que tu as de la valeur. Ce n'est pas vraiment de l'amour, ou pas seulement, c'est une fin de ce que tu n'as pas reçu. La philosophie stoïcienne distingue clairement ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Le comportement des autres ne dépend pas de toi.
Ce qu'ils ressentent, décident ou choisissent non plus. En revanche, la manière dont tu te relates à toi-même quand tu es seul, cela dépend de toi. Et c'est précisément là que se construit la base de toute relation saine. Si, lorsque tu es seul, tu te sens insuffisant, tu chercheras chez l'autre ce que tu devrais construire en toi. La relation cesse alors d'être un espace de croissance mutuelle pour devenir une bouée à laquelle tu t'accroches. Il y a aussi la question des limites. Avoir des limites, ce n'est pas construire des murs ni se fermer au monde. C'est savoir dire non sans que tout s'effondre. C'est exprimer ce dont tu as besoin sans te sentir égoïste. C'est arrêter de te sacrifier pour que l'autre soit à l'aise. Quelqu'un qui n'a pas de limites n'est pas généreux, il utilise souvent la générosité comme monnaie d'échange pour être accepté ou pour éviter les conflits. Et cela a un prix, le ressentiment. Car donner constamment par peur, et non par choix sincère, finit toujours par créer du malaise. Poser des limites, ce n'est pas rejeter les autres. C'est te choisir toi-même avec suffisamment de cohérence pour pouvoir être réellement présent pour eux. Le plus important, c'est d'apprendre à choisir en conscience, et non à partir de tes blessures. Choisir avec qui tu t'entoures, quelles relations tu nourris, lesquelles tu laisses partir. Non pas parce que quelqu'un te le dit, mais parce que tu as décidé de ne plus répéter les mêmes cycles. Cela demande du courage. Et cela demande de te connaître suffisamment pour distinguer ce qui t'attire de ce qui te convient. Ce n'est pas toujours la même chose. Nous sommes souvent attirés par ce qui réactive nos blessures plutôt que par ce qui nous apporte la paix. Et s'il existe une blessure que peu de gens reconnaissent parce qu'elle se déguise en vertu, c'est l'auto-exigence. Chapitre 8, le piège de l'auto-exigence. Il y a une phrase que tu as sûrement déjà dite, « Je suis très exigeant avec moi-même ». Et tu le dis avec fierté, comme si c'était une qualité, comme si cela expliquait ta réussite. Mais si tu regardes plus profondément, tu découvriras autre chose. L'auto-exigence extrême ne vient pas du désir de progresser. Elle vient de la peur de ne pas être suffisant, la peur que si tu te relâches, tout s'effondre, la peur que l'on découvre ce que tu redoutes depuis toujours, que tu ne vaux pas assez. Le perfectionnisme est, en réalité, une stratégie de survie émotionnelle. C'est cette idée implicite, si je suis parfait, rien de mauvais ne peut arriver. Si je ne fais d'aucune erreur, personne ne pourra me critiquer. Si je donne tout, personne ne pourra dire que ce n'est pas assez. Le problème, c'est que la perfection n'existe pas. Et la poursuivre ne mène pas au succès, mais à l'épuisement. Peut-être reconnais-tu certains signes. Tu as du mal à célébrer tes réussites, parce que ce n'est jamais assez bien. Une voix intérieure ne te dit presque jamais « bravo », mais plutôt « tu aurais pu faire mieux ». Tu as cette impression que le niveau à atteindre est toujours un peu plus haut, quoi que tu fasses. Ce n'est pas de la motivation, c'est un piège. Les stoïciens parlaient de la dichotomie du contrôle, fais de ton mieux dans ce qui dépend de toi, mais accepte que le résultat final ne t'appartienne pas. L'opinion des autres, le succès exact, la perfection, tout cela échappe à ton contrôle. T'y accrocher, c'est te condamner à souffrir. Il existe pourtant une forme saine d'exigence. Elle ressemble à la responsabilité, ce que je fais est important, alors je m'applique. Mais elle ne détermine pas ta valeur en tant que personne. Ta valeur ne dépend ni de ce que tu produis, ni de ce que tu réussis, ni de ce que les autres pensent de toi. Elle dépend de qui tu es, même quand personne ne regarde. Le premier pas consiste à changer la manière dont tu te parles. La plupart des gens se parlent d'une façon qu'ils n'accepteraient jamais venant de quelqu'un d'autre. Si tu parlais à un ami comme tu te parles à toi-même, il ne resterait probablement pas longtemps. Alors essaie ceci, la prochaine fois que tu fais une erreur, parle-toi comme à quelqu'un que tu aimes. Pas avec pitié, mais avec honnêteté et compassion. Dis-toi simplement, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je peux apprendre? Ça ne te rend pas plus faible. Au contraire, cela te rend plus solide. Car celui qui se détruit à force de s'exiger trop finit par s'épuiser. Et l'épuisement a toujours un prix. Nous avons parlé de blessures, de schémas, de relations et de la manière dont tu te traites. Tout cela mène à une question essentielle, si personne ne t'a appris tout cela, peux-tu encore l'apprendre aujourd'hui? La réponse pourrait bien te surprendre. Chapitre 9. Apprendre ce que personne ne t'a enseigné. Oui, tu peux apprendre maintenant. Peu importe ton âge, peu importe le nombre de fois où tu as échoué, peu importe depuis combien de temps tu répètes les mêmes schémas. Le cerveau humain,
cet organe extraordinaire qui complique parfois tant notre vie, possède une capacité que la science documente depuis des décennies et que, pourtant, nous avons encore du mal à croire, la neuroplasticité. C'est la capacité de changer, de créer de nouvelles connexions, d'apprendre de nouvelles choses et de désapprendre celles qui ne servent plus. Tu n'es plus la même personne, d'un point de vue neurologique, que lorsque tu as appris certaines choses dans le passé. Tu n'es pas non plus celui que tu étais il y a 10 ans. Et tu ne seras pas le même dans 10 ans si tu décides de construire quelque chose de différent. Mais apprendre des compétences émotionnelles n'est pas comme apprendre à faire du vélo, où, une fois acquis, cela ne s'oublie plus. Les compétences émotionnelles demandent une pratique continue. Elles ressemblent davantage à la pratique d'un instrument, si tu arrêtes de t'exercer, tu perds en maîtrise. Quelles sont donc ces compétences clés? La première, que tu as déjà commencé à découvrir, est la connaissance de soi, savoir ce que tu ressens, pourquoi tu le ressens, quel schéma tu répètes, comment fonctionne ton système de réaction. Sans connaissance de soi, tout le reste n'est que décoration. La deuxième est la capacité à prendre des décisions alignées. Beaucoup de personnes prennent constamment des décisions qui ne sont pas en accord avec ce qu'elles veulent réellement ou avec leurs valeurs. Elles décident par peur, par besoin d'approbation, ou en fonction de ce qu'elles pensent devoir faire. Ensuite, elles se demandent pourquoi elles ne se sentent pas bien avec leur propre choix. Une décision alignée n'est pas forcément la plus confortable. C'est celle que tu peux assumer face à toi-même. Celle qui, dans 5 ans, te permet de dire « j'ai pris cette décision en accord avec qui je suis », et non par peur de ce qui aurait pu arriver si je ne l'avais pas prise. La troisième compétence est la communication consciente. Et il y a ici quelque chose que beaucoup ignorent, la plupart des conflits dans les relations ne surviennent pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que personne ne sait vraiment communiquer. Nous confondons nous plaindre avec exprimer un besoin. Nous confondons attaquer avec demander. Nous confondons le silence avec le calme, alors qu'il s'agit en réalité d'une accumulation. Communiquer consciemment signifie parler à partir de ce que tu ressens, et non de ce que l'autre te fait. Cela signifie dire, quand cela arrive, je me sens ainsi, plutôt que, tu fais toujours la même chose. Cela peut sembler subtil, mais les hâtes ne le sont pas. La quatrième compétence, qui englobe toutes les autres, est la capacité à créer de nouveaux schémas de manière intentionnelle. C'est exactement ce que tu fais à travers ce processus. Un nouveau schéma ne se crée pas d'un coup. Il se construit en choisissant, encore et encore, de répondre différemment à ce qui auparavant déclenchait une réaction automatique. Les stoïciens avaient un exercice pour cela, qu'ils appelaient meulette, une pratique mentale délibérée consistant à anticiper les situations où ton pilote automatique risque de prendre le contrôle, à imaginer comment tu veux répondre, et à t'y préparer. Non pas pour être parfait, mais pour ne pas être totalement pris au dépourvu. Tu n'as pas besoin que tout change d'un coup. Tu as seulement besoin que quelque chose change aujourd'hui, une conversation différente, une réaction un peu plus consciente, un moment où tu te poses une question avant d'agir. C'est cela, apprendre ce que personne ne t'a enseigné. Pas dans une salle de classe, mais dans ta propre vie, avec ce que tu as, là où tu es. Et il y a quelque chose de profondément beau dans cette idée. La salle de classe où tu apprendras le plus n'a ni horaire ni examen. Elle est toujours ouverte. Et le professeur, c'est toi, avec ta vie comme matière d'apprentissage. Apprendre tard vaut toujours mieux que ne jamais apprendre. Chapitre 10. Se reconstruire sans se briser. Voici le piège du développement personnel dont on parle rarement. Beaucoup de personnes lisent des livres, écoutent des podcasts, suivent des thérapies, participent à des formations, remplissent des carnets de réflexion, et pourtant, rien ne change réellement dans leur vie. Pourquoi? Parce que le savoir sans intégration n'est que du divertissement intellectuel. Et l'intégration demande quelque chose que notre culture de résultats immédiats a oublié de valoriser, le temps. Il n'existe aucun raccourci. Le véritable changement, celui qui dure, celui qui transforme réellement, ne se produit pas lors d'une révélation soudaine. Il naît de l'accumulation de milliers de petites décisions quotidiennes. C'est le moment où tu ne cries pas alors qu'avant tu criais. Le moment où tu oses demander ce dont tu as besoin malgré la peur. Le moment où tu identifies une pensée catastrophique sans lui accorder immédiatement du crédit. Le moment où tu dis non sans culpabiliser pendant des jours. Cela ne semble pas héroïque. Cela n'a pas le glamour des grandes transformations. Mais c'est cela, la réalité. Intégrer ce que tu apprends dans ta vie quotidienne signifie ne pas attendre d'être prêt, ni attendre que les circonstances soient parfaites. Elles ne le seront jamais.
Et tu es déjà prêt, même si tu ne te sens pas encore ainsi. Si tu continues d'attendre, tu ne seras pas plus près dans un an. Il y a aussi la question des rechutes, dont on parle rarement avec honnêteté. Tu vas rechuter. Non pas parce que tu es un cas désespéré, ni parce que ce que tu as appris ne fonctionne pas, mais parce que changer un schéma profond ressemble à apprendre à écrire avec l'autre main. Au début, cela demande toute ton attention, et le résultat reste maladroit. Et dans les moments de stress, de fatigue ou de tristesse, ta main dominante reprend automatiquement le dessus. Ce n'est pas un échec. C'est ainsi que fonctionne le changement. La différence entre ceux qui changent et ceux qui ne changent pas ne réside pas dans l'absence de rechute. Elle réside dans le fait que ceux qui changent ne reviennent jamais exactement à leur point de départ. Entre le début et la rechute, ils ont appris quelque chose, construit quelque chose et cela ne disparaît pas. La philosophie stoïcienne parle de la vertu non pas comme un état à atteindre, mais comme une pratique continue. Tu n'es pas vertueux lorsque tu réussis parfaitement. Tu le es lorsque tu continues à essayer avec intégrité, y compris les jours où tu te trompes. La patience et la constance sont les deux piliers de ce processus. Non pas la motivation, qui va et vient, mais la constance, agir même lorsque tu n'en as pas envie, choisir même lorsque c'est difficile, recommencer autant de fois que nécessaire sans dramatiser chaque retour en arrière. La motivation est un état émotionnel. La constance est une décision. Il y aura des jours où tu auras l'impression que rien n'a changé, que tout ce processus ne sert à rien. Ces jours-là sont les plus importants. Non pas parce que tu es au plus bas, mais parce que ce que tu fais à ce moment-là, continuer ou abandonner, définit davantage qui tu es que n'importe quel moment de clarté ou d'enthousiasme. Les stoïciens appelaient cela l'exercice de l'adversité volontaire, s'exposer à l'inconfort avant qu'il n'arrive, pour ne pas être pris au dépourvu, pour se rappeler que tu es plus résistant que ce que ton esprit confortable te laisse croire. Et surtout, il y a quelque chose d'essentiel dans tout ce chemin, redéfinir qui tu es à partir du présent. Non pas à partir de ton passé, de ce que l'on t'a fait, des erreurs que tu as commises, ou des années passées à être d'une certaine manière. Mais à partir de ce que tu décides d'être aujourd'hui. L'identité n'est pas quelque chose de fixe que tu découvres. C'est quelque chose que tu construis en permanence, à travers chaque petite décision. Chaque fois que tu agis en accord avec tes valeurs plutôt qu'avec la peur, tu te rapproches de la personne que tu veux devenir. Chaque fois que tu te parles avec respect, tu deviens quelqu'un qui se respecte. Tu n'as pas besoin d'être guéri pour commencer. Tu n'as pas besoin que tout soit résolu pour avancer. Tu peux apprendre en marchant. Tu peux l'intégrer en vivant. Et la personne qui émerge de ce processus, plus consciente, plus honnête, plus libre, n'est pas quelqu'un de différent. C'est la même personne que tu as toujours été, débarrassée des couches que les autres ont déposées sur toi, libérée des schémas qui t'ont été imposés sans ton consentement. Tu n'as jamais été brisé. Tu attendais simplement de l'entendre. Maintenant, tu te le es dit à toi-même. Et cela, même si tu ne le réalises pas encore pleinement, change tout. Celui qui apprend à se reconstruire n'a plus peur de se briser. Si tu es arrivé jusqu'ici, prends un instant pour te le rappeler, tu es plus fort que tu ne le crois. Je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire, afin que YouTube reconnaisse que ces contenus sont utiles à des personnes comme toi. Cela nous encourage à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Je te suggère également de découvrir les 2 dernières vidéos recommandées. Merci sincèrement pour ton temps et ton soutien. À très bientôt pour une nouvelle aventure. Merci d'avoir regardé cette vidéo.